vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Eh bien, nous revoilà, bienvenue dans les vraies voix avec Sud Radio, en tout cas sur Sud Radio. On est ravis de vous retrouver. Ça va, Philippe David? Ça va très bien, et vous? Oui, tous les jours, vous allez me répondre la même chose ou pas? Si ça allait mal, parlons vrai, mais ça va jamais mal en général. Ouais, Ah bon? c'est vrai que vous êtes souvent de bonne humeur. Il a une humeur stable. Ouais, c'est presque agaçant, je trouve. Oui. Non? Oh non, Faites la colère pour voir. Oui. Ça lui fait une qualité. C'est pas possible. Mais me mettre en colère, ça m'arrive très rarement quand même. Oui, comment? Qu'est-ce que j'apprends? Bonjour. Je sais pas comment je pourrais dire. Vous voulez que j'essaye, mais c'est compliqué pour moi de se mettre en colère. En tout cas, on vous souhaite la bienvenue. On va encore débattre sur des sujets qui vous concernent et qui vous font réagir aujourd'hui avec un numéro de téléphone que vous connaissez par cœur, mais que vous pouviez actionner à quel que soit le moment entre 17h et 19h. C'est le 0826 300 300. Et si vous appelez, vous trouverez notre charmante Aude au bout du fil. Et votre parole est importante. Vous le savez, on vous attend. C'est votre émission. Au sommaire de cette émission aujourd'hui, on va parler de cette loi immigration, régularisation des sans-papiers pour les métiers en tension. Est-ce la seule solution pour vous? Eh bien, vous dites non pour l'instant à 92%. La loi sur l'immigration a été présentée aujourd'hui en Conseil des ministres. L'une des mesures phares du projet de cette loi fâche autant à droite qu'à gauche, Philippe. Oui, avec cette loi, les associations de défense des exilés déplorent, je cite, un détricotage des droits des personnes exilées. Marine Le Pen propose une autre solution pour les métiers en tension, augmenter les salaires. En période d'inflation, ça permettrait au moins de maintenir le pouvoir d'achat. Est-ce que pour vous, il faut régulariser les sans-papiers pour les métiers en tension, ou est-ce qu'il faut augmenter les salaires, ou est-ce que vous avez d'autres solutions? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et puis on va revenir sur cette hausse de la délinquance. Est-ce dû à un manque de courage politique? C'est à 18h30 pour le coup de projecteur. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire. 0826 300 300. Selon le ministère de l'Intérieur, en 2022, les indicateurs de délinquance sont en nette hausse par rapport à 2021. Oui, Cécile, et en hausse dans tous les secteurs, avec en particulier des hausses plus importantes pour les violences intrafamiliales, plus 17%, et les violences sexuelles, plus 11%. Alors, cette hausse de la délinquance, le garde des Sceaux a parlé il y a quelque temps de fantasme, pratiquement. Est-ce que pour vous, cette hausse de la délinquance, vous la vivez au quotidien? Vous la voyez tous les jours à côté de chez vous, devant chez vous, vous êtes fait cambrioler ou pas? Vous connaissez le numéro, le 0826 300 300, et c'est toujours Aude qui prendra votre appel. Et bien sûr, et c'est un manque de courage politique, justement, cette hausse de la délinquance. Vous dites oui à 94%. On vous attend, vous êtes les bienvenus, c'est les vraies voix. Les vraies voix Sud Radio. Et des vraies voix sans vraies voix, ce ne seraient pas les vraies voix. Ça, c'est clair. Ça, c'est beau ce que je dis. Comme un sandwich. Notez-la, Philippe David. Notez-la. On sait Oui, jamais. Ça peut ça servir. restera dans les annales. ma chère Cécile. Comment ça va, Philippe Ah, mais Bilger? en pleine forme. Ouais, notre On Philippe. approche doucement du vendredi. Ouais, doucement, Et tranquillement. donc après du lundi. Là, on est exactement. Voilà. Là, on peut dire qu'on est moite-moite. Oui. Moite-moite, Voilà. exactement. En C'est tout cas, bien dit. bienvenue, cher Philippe Bilger. Et Olivier D'Artigol est avec nous, éditorialiste politique. Bonsoir, Olivier D'Artigol. Bonsoir, Cécile, bonsoir Philippe. Bon, ça va? Comment ça va? Au mieux. Ouais, Mais pourquoi vous souriez comme ça? Il y a un mais truc vous drôle, êtes payé vous au mot pensez ou quoi? Il est payé au mot, au mieux. Mais vous D'habitude, savez je que dis moi, présent. Là, j'en ai rajouté un. Au mieux, ça me fait d'accord. deux. Vivement dans oui. 3 semaines. Qu'on ait une phrase totale. Et notre petite nouvelle, donc on est ravis d'accueillir Madi Sedi. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. à Comment tous. ça va, Madi? Très bien, écoutez, moi Alors, ça va. Madi, vous êtes conseillère en communication d'influence, auteur de Française venue d'ailleurs, publié chez Stock, qui est toujours en vente, bien entendu, Absolument. au prix de 999 €. C'est simple, fuir, c'est ne pas faites cher. pas fuir. Hors taxe. Ah oui, hors taxe. C'est Ne vrai faites que pas c'est vrai fuir, que voilà. 18 €. Non, mais ça va, on plaisante. Ravi de vous accueillir. Eh ben, plaisir partagé, vraiment Alors, ravi vous avez d'être là. ici, on parle sérieux et pas. Voilà, on mixte un peu les deux. C'est-à-dire que moi, je suis la seule personne sérieuse de ce groupe, et après, à côté, bon, ben voilà, il y a Les autres. Voilà, Alors, Il y a les autres. Après avoir entendu ça, ne lisez surtout pas Parlons vrai, qui est marqué dans le studio. Voilà. Une répartition des tâches. C'est ça. En tout cas, C'est nous ça, allons absolument. accueillir notre 4e vraie voix. Yann est avec nous. Bonsoir Yann. Bonsoir. Oui, bonsoir Cécile, bonsoir Philippe et bonsoir à tous vos invités. Vous nous appelez des Landes, de Mont-de-Marsan. Très bien. Dans des Landes, à côté de Mont-de-Marsan, pas très loin. Exactement. Et vous faites quoi dans la vie, Yann? Alors, je suis d'une agent immobilier et de deux en formation professionnelle pour devenir formateur pour adultes. Donc, voilà. Formateur pour adultes. Pourquoi pour adultes?
Alors parce que dans notre métier, c'est un titre professionnel de formateur pour adultes. En fait, on forme les gens à des pratiques professionnelles. Donc ça peut être aussi bien sur des formations techniques pour former des plombiers, des charpentiers, des maçons ou autres. Parce que moi, pour formation pour adultes, je pensais à un autre secteur. Mais... Ça ne concerne pas les chroniqueurs des vrais bois, j'espère. Non. J'ai hésité, mais du coup, j'écoute Sud et du coup, j'écoute Brigitte pour essayer de prendre des cours, mais ça marche pas. Ouais, ça fonctionne pas. Et ben, on va essayer d'y remédier. Oui. Il y a toujours des solutions, vous savez. On y a peut faire toujours des des solutions. rattrapages. En tout cas, Yann, vous allez avoir la possibilité de jouer contre l'une de nos vraies voix aujourd'hui. Vous avez Madi Saïdi qui est avec nous, Philippe Bilger et Olivier D'Artigol, qui vont devoir se vendre en une phrase, parce que dans le cadre de notre jeu, le quiz de l'actu, Olivier D'Artigol, vous pouvez vous vendre. Vaincu depuis le début de l'année. Bon, mais c'est toujours la même phrase, c'est pas mais possible. c'est le cas, j'ai gagné la semaine dernière. Oui, vous avez gagné, vous avez volé la victoire, c'est pas pareil. Oui. C'est pas pareil. Attention, monsieur. Non, je attention, n'irai pas aussi loin, il l'a mérité. Donc vaincu, donc vous prenez un risque réel. Faut pas choisir dans ce cas-là. Philippe Faut pas Bilger. choisir. Même quand je perds, je n'en veux pas à mon partenaire. Ah, ça C'est bon, c'est Là, très comme je philosophique perds ce à- soir. à chaque fois. Je ne me sens plus investi par l'instinct du tueur que j'ai eu pendant quelque temps. Voilà. Olivier m'a découragé, Françoise de Gouin, n'en Ouais, parlons on en pas. parle pas. Yann, vous voyez, il y a de l'élégance chez Philippe Bilger. Madi Saïdi. Alors moi, il faut jouer avec moi parce que d'abord, je suis la petite nouvelle Ouais. et j'aime jouer, j'adore gagner. Alors Voilà. c'est pas sûr que vous gagnerez Il face faut à jouer moi. Mais avec bon. vous ou contre vous, du coup. Bah, bah, c'est contre. non, mais c'est contre. C'est contre. C'est Pour contre. espérer gagner, c'est contre. Yann, je vous rappelle la loi de ce jeu, c'est que vous jouez contre une vraie voix et que les autres sont avec vous. D'accord. Mais réfléchissez bien, on vous laisse réfléchir. En attendant. Mais du coup, on peut pas prendre Philippe David, du coup, parce que. Oh, mais non, mais, Ah non. mais Philippe. Moi, je suis David, hors jeu, non, mais- l'arbitre a non, levé le non, mais, drapeau. non, mais Yann, il faudra qu'on vous dise des trucs sur Philippe David. Ah, mais Là- c'était justement, c'était pour être sûr de gagner. Ah Oh, oui, merci. mais là, bah, exactement. Vous restez avec nous en tout cas, Yann. On vous souhaite la bienvenue. Vous êtes la 4e vraie voix. Tout de suite, Merci. le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et votre réquisitoire, monsieur le procureur, est contre le misérabilisme qu'on approuve religieusement. Amen. Oui, j'en ai un peu assez. À la fois, tous les êtres sont égaux en dignité. Et il est évident que pour moi, qu'on soit jaune, noir, blanc, français de souche ou venant d'ailleurs, on est évidemment et on mérite une dignité équivalente sur le plan des principes et de l'honneur qui vous est dû en tant qu'être humain. Mais j'en ai un peu assez maintenant. Paradoxalement, je pense à une députée LFI, Kéké, qui, Rachel Kéké, parce oui. on vient d'un milieu très modeste, il faut être respecté, c'est clair, mais en même temps, on n'a pas forcément raison parce qu'on dit un certain nombre d'absurdités et qu'on vient de ce milieu modeste. Quand je l'entends dire, en traitant les membres de la commission des affaires sociales, qu'on ne sait pas ce que c'est que travailler, ce qu'est une femme de ménage, que de faire 40 lits dans une journée, et que personne n'a le courage élémentaire de lui dire « mais vous ne savez pas non plus ce que sont les autres expériences professionnelles ». Non, il faut se prosterner parce que émanant de Rachel Kéké et LFI, c'est fondamentalement de la vérité, de la lucidité. J'en ai par-dessus la tête, j'allais dire autre chose, Oui, j'ai ma vu le mot chère arriver. Cécile, de cette espèce de misérabilisme qui fait que il y a des conditions qui ont forcément raison alors que c'est faux. Olivier D'Artigol, c'est vrai qu'on a l'impression que tous les pauvres sont gentils, tous les riches sont méchants. J'ai une grande estime pour la députée dont vient de parler Philippe Bilger, parce que je regrette que, ça ne date pas de cette mandature, que l'Assemblée nationale, sa composition ne soit pas à l'image de la société, du corps social, des catégories socio-professionnelles. Et c'est vrai que l'arrivée dans l'hémicycle de ce type de profil, comme à l'époque de députés ouvriers venant avec le Parti communiste français, il y en a encore quelques-uns, permettait de faire rentrer dans l'hémicycle, comme on fait irruption, des voix
avec une authenticité, une sincérité, une expérience que ne peuvent pas avoir d'autres députés qui nous parlent aujourd'hui de la pénibilité de certains travaux, qui nous parlent aujourd'hui de la vie au travail, mais qui en parlent quand même beaucoup en regardant des tableurs Excel. Et je trouve que la manière dont cette femme qui a mené un combat héroïque dans un milieu très dur, celui de l'hôtellerie, a apporté quelque chose dans cet hémicycle. Après, ça ne veut pas dire que cette personne peut ne pas se tromper, peut ne pas, dans certains moments, être dans des choses qu'on peut critiquer. Bien sûr, on peut toujours tout critiquer, mais j'aime bien son profil et sa personnalité. Une réaction, Madi Saïdi. Alors moi, après avoir entendu votre réquisitoire, j'ai juste envie de dire qu'on aurait pu écrire mon livre ensemble. Voilà, parce que moi je fais partie de ces gens, j'en ai marre des pleureuses. C'est pas parce qu'on est issu d'un milieu modeste qu'on est des pleureurs. C'est pas parce qu'on a eu une vie difficile que finalement on sait plus que les autres. On peut très bien ne pas avoir été femme de chambre et savoir combien c'est difficile, en tout cas compatir à la douleur. Et moi j'en ai marre de ces discours de pleureurs parce qu'on est noir, parce qu'on est issu de la diversité, parce qu'on viendrait d'un milieu modeste. On peut être français de souche comme vous l'avez dit et être du fin fond de la Nièvre et connaître les mêmes difficultés que moi j'aurais pu connaître, que j'ai pas connu en l'occurrence, mais que d'autres auraient pu connaître. Donc moi je suis assez d'accord pour dire que le fait d'être issu d'un milieu modeste, d'être de la diversité, d'être une femme, c'est pas un passe droit, c'est pas un passe misérabilisme aussi. Donc moi je suis assez d'accord avec ce que vous venez de dire. Et ben voilà, c'est réglé. Une seconde, on est en retard. Très vite, m'a dit, j'attendais avec angoisse votre première parole. Maintenant, je sais que je vais devoir être toujours d'accord avec vous. Et deuxième élément... la première caractéristique de cette députée n'est pas d'être une pleureuse. Très vite, Olivier, je suis d'autant plus d'accord avec votre réplique que lorsqu'elle était arrivée, j'avais, comme vous, trouvé très positive l'arrivée d'une femme de ce type. Malheureusement, elle n'a pas abordé le champ de l'universel. Elle continue à se comporter exactement comme si elle était encore aujourd'hui femme de ménage. Et ça, c'est dramatique. Et ben voilà, ce sera le mot de la fin. J'ai rien contre les femmes de ménage, entendons-nous. Vous restez avec nous dans quelques instants. On fera le tour de l'actu avec Félix Mathieu et puis notre grand débat, vous savez, sur la loi immigration, régularisation des sans-papiers pour les métiers en tension. Est-ce la seule solution pour vous? Et ben vous dites oui. Hein. Non. Vous dites non, pardon, à 94%. Alors si vous voulez nous en parler, si vous avez des solutions à apporter, vous êtes les bienvenus. C'est votre émission jusqu'à 19h, 0826 300 300. Aude vous attend et restez avec nous et merci de votre fidélité. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix, bienvenue dans les débats du off, les débats du in, du on. Du in, du out. C'est les vraies voix sur Sud Radio. On est ravis de vous accueillir avec ce soir Madi Saïdi qui est notre nouvelle vraie voix, conseillère en communication d'influence et auteur de Française, venue d'ailleurs publiée chez Stock, avec bien entendu Philippe Bilger, Olivier D'Artigol, éditorialiste politique, et vous au 0826 300 300. Dans un instant, on reviendra sur la loi immigration, régularisation des sans-papiers pour les métiers en tension. Est-ce la seule solution pour vous? Si vous avez des solutions, si vous voulez en parler, si vous êtes contre cette loi, vous nous appelez 0826 300 300. En attendant, c'est avec Félix Mathieu, le tour de l'actu. Les vraies voix Sud Radio. Et le tour de l'actu en 3 mots, Félix Mathieu, atermoiement, Staline et Coït. Les atermoiements du groupe LR sur la réforme des retraites voteront ou voteront pas, c'est pas clair. Staline qui revient en grâce dans la Russie de 2023. La ville de Volgograd, l'ancienne Stalingrad, vient d'inaugurer un buste à son effigie. Et puis Coït, car dans l'Oise, un couple était si bruyant au lit que la police municipale a dû s'en mêler. Nous avons pu joindre le maire qui n'est plus étonné par grand-chose. Les vraies voix Sud Radio. La balle est dans le camp du gouvernement sur les carrières longues. C'est le patron des députés LR, Olivier Marleix, qui le dit aujourd'hui après son entretien avec Elisabeth Borne. Les Républicains qui étaient censés voter le texte du gouvernement quand il a été présenté, puisqu'ils avaient obtenu des choses comme la retraite minimum à 1 200 €, puis finalement pas si sûr. Au fil des semaines, les uns les autres se défaussent. Pas question de voter le texte en l'état. Dernière condition en date, un amendement LR pour permettre à ceux qui ont commencé à 21 ans de partir avant l'âge légal s'ils ont fait leur 43 années. Des conditions, mais le président du groupe LR, Olivier Marleix, l'assure pourtant ce matin sur Sud Radio, il est pour la réforme. Je pense que majoritairement, on considère qu'il n'y a pas de miracle. Si on veut défendre les retraites des retraités, si on veut défendre le pouvoir d'achat des retraités, si on veut améliorer le niveau de vie, notamment des pensionnés les plus modestes, il faut faire une réforme des retraites. Il n'y a pas de miracle. Si cette réforme ne se faisait pas, eh bien, ça veut dire que on condamne
nos retraités à rester dans cette situation de misère. Le président du groupe LR qui a tout de même cette prudence ce matin au micro de Patrick Roger dans le petit déjeuner politique de Sud Radio. Il rappelle la liberté de vote au sein de son groupe, le groupe LR. Une réaction, Philippe Bilger, la liberté de vote au sein du groupe LR, c'est peut-être ce qui va faire balancer le vote de la loi? Peut-être, et j'aime beaucoup l'attitude d'Olivier Marleix qui doit gérer des écartèlements multiples et contradictoires. Mais il le fait bien, je trouve, contrairement aux critiques qu'on lui fait. Il parvient à donner au groupe LR une image de cohérence alors que d'aucuns pourraient le taxer de fluctuation. Au moment de la présentation du projet de loi, le 10 janvier, la majorité était quasiment assurée. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas, avec des voix d'eau, notamment au groupe LR, une quinzaine, on dit, mais y compris dans le camp macroniste, tout simplement parce que ce travail pédagogique, entre guillemets, qu'ils ont essayé de déployer depuis quelques jours, n'a pas eu son efficacité. Et la grosse concession qui avait été faite au groupe LR, c'est de prendre l'amendement du Sénat, pile poil, qui est déposé chaque année, mais rien n'y fait. Décidément, le pays et une majorité dans l'opinion publique ne veut pas de cette réforme. Il m'a dit Célie. Mais moi, je suis assez surprise par la manière dont les LR gèrent ce groupe, parce que moi, j'ai connu autre chose. Je suis passée par le Sénat, et avant, dans les groupes politiques, on votait tous comme un seul homme. Donc c'est bien la vérité, c'est bien la réalité qu'aujourd'hui, même chez les LR, je crois que c'est le cas un petit peu partout, on vote plus d'une seule voix, donc ça va être un petit peu compliqué. Et je suis assez surprise parce que cette réforme, si on est un ton soit peu réaliste, il faut réformer en tout cas le système de retraite. Mais comment on le fait, je suis pas sûre qu'aujourd'hui, le texte tel qu'il est présenté par l'AREM corresponde à la vision qui était celle des LR, même si on retrouve quelques petites choses. Donc finalement, moi, je ne serais même pas surprise s'ils votaient pas, parce que ça correspond pas à ce qu'ils ont vendu, en fait, pendant la présidentielle. Et on continue en Russie. C'est une inauguration lourde de symboles qui vient d'avoir lieu à Volgograd. Oui, Volgograd qu'on a connu par le passé sous le nom de Stalingrad. Et justement, Volgograd vient d'inaugurer un buste de Staline, justement, la veille du 80e anniversaire de la victoire soviétique sur les nazis à Stalingrad. Des commémorations auxquelles devrait participer Vladimir Poutine, selon une agence de presse russe. Pour rappel, plusieurs dizaines de millions de jeunes soviétiques avaient péri durant la Seconde Guerre mondiale. Au moins 20 millions de morts pour l'armée rouge dans la lutte contre le nazisme. Mais au-delà du sacrifice de ces jeunes soviétiques, beaucoup estiment que le commandement de Staline, peu compétent sur les questions militaires, avait plutôt aggravé le bilan pour ses propres troupes. Ça envoie un drôle de message, Philippe Bilger. Oui, mais en même temps, c'est l'éternel flux et reflux de l'histoire. Cécile, Poutine, on sait qu'il rêve de cette grande Russie qui a été démembrée. Il y a, dans l'épuration qu'on fait du personnage de Staline, une part, évidemment, que les Russes conservent, peut-être tous, sur le fait qu'il a été le vainqueur de Hitler dans les conditions épouvantables qu'on connaît. Et malheureusement, les dictateurs reviennent souvent au premier rang pour une raison très cynique, c'est que parfois on trouve pire, ce qui n'a pas encore été le cas pour Staline, heureusement. Olivier d'Artigol. Il y a deux dimensions. D'abord, en termes de devoir de mémoire, on peut bien évidemment commémorer la victoire de Stalingrad, qui est le point de bascule de la Seconde Guerre mondiale. Et penser en effet à ces jeunes soldats, à ce qui était appelé à l'époque la guerre patriotique. La seconde dimension, c'est bien sûr l'utilisation politique que peut en faire aujourd'hui Poutine dans sa volonté de retrouver une grande Russie et dans cette guerre épouvantable et avec on en a parlé déjà, avec une escalade qui est très préoccupante aujourd'hui. Alors rapidement, Madi. De notre regard occidental, ça peut choquer, mais je pense que en Russie, ça reste un grand homme pour beaucoup de Russes, et effectivement, c'est aussi une manière pour Poutine d'exister, donc rien d'extraordinaire dans ce cas-là.
Il est mis à l'honneur. Et puis, venons-en à cette affaire, hein, Philippe. Hein. De tapage nocturne un peu particulière dans l'Oise. Plusieurs Il habitants. l'attend avec impatience, le Pékin. Ah bah oui. Plusieurs habitants de Laigneville dans l'Oise se sont plaints du bruit fait par un couple de voisinage. Et pour vous éclairer sur la nature du bruit en question, bon, disons que ça semblait venir de la chambre à coucher. Alors autant vous dire qu'après ça, plus rien n'étonne le maire de la commune, Christophe Dietrich. J'ai mes policiers municipaux il y a quelques temps qui me font un compte rendu quotidien de leur mission. Et donc ils m'ont expliqué qu'ils avaient effectivement eu une plainte des résidents d'un immeuble qui se plaignaient des performances d'un couple qui, visiblement plusieurs fois par nuit, de façon répétée, de façon très bruyante, avait tendance à exprimer un peu trop son désir et son plaisir. Voilà. Sur le coup, j'ai cru que c'était une blague. On dit non, c'est très sérieux. Alors bien évidemment, au début, on prend ça à la rigolade. Et puis quand on se rend compte que, au final, c'est tous les soirs, toutes les nuits et plusieurs fois par nuit, effectivement, lorsqu'on a des enfants, lorsqu'on travaille, ça résonne, c'est pas très agréable. Voilà. Bah oui, Sacré forcément. Philippe Bilger. Ah oui, c'est ce que je pensais. C'est notre ville de villégiature. Au départ, ma chère Cécile, je pensais que la femme cultivait l'art de feindre. Ouais. Une fois, mon Dieu, elle fait semblant d'arriver dans un 7e siècle absolument inattendu que seul un Philippe David peut inspirer. Mais en l'occurrence, plusieurs fois par nuit, c'est remarquable. Ah, il faut être... Et ça paraît être un concert amoureux authentique. Olivier d'Artigol a l'air Non, ce qui est troublant, c'est que ce village est précisément le lieu de la maison secondaire de Philippe David. Je dis plusieurs. Mais bon. On va mener l'enquête. En tout cas, les personnes mises en cause lui ont répondu dans un premier temps que c'était le chat qui miaulait très fort, effectivement. Voilà. C'est ça, oui. Le chat à bon dos. Oui, le chat à bon dos. Oh, je vous laisse pas réagir, m'a dit. Non, c'est pas. Vous connaissez des gens dans l'Oise. Aux maires de nos communes qui doivent faire face quand même ça va être le sujet le plus important. Ah mince, ça devrait falloir que je m'y prépare. Olivier d'Artigol a raison, c'est là qu'on voit l'étendue du travail de nos amis élus, voilà, les maires. Enfin, c'est le chant du coq, là. Oui, bah, écoutez, comme ça change, hein, voilà. Vous restez avec nous, on revient dans quelques instants avec le grand débat du jour, avec cette loi immigration, régularisation des sans-papiers pour les métiers en tension. Est-ce la seule solution pour vous? Arrêtez de ricaner bêtement, Olivier d'Artigol. C'est en me regardant qui rit. Allez, c'est sérieux, 0826 300 300. Vous voulez bien sûr débattre et apporter votre point de vue à l'actualité. Vous êtes les bienvenus, on vous attend au standard. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Si vous venez de nous rejoindre, c'est par ici que ça se passe. On parle d'actu, on s'amuse, bien sûr. On prend beaucoup de plaisir avec vous sur Sud Radio et avec les vraies voix, en tout cas jusqu'à 19h avec Philippe Bilger, comme chaque jour, qu'on est ravis d'accueillir. À chaque fois, c'est réciproque, ma chère Vous avez vu, Cécile. ça monte, Doucement. mais ça ne descendra jamais. Et même la première heure est une montée, comme chez nos amis qui gardaient le moral toute la nuit. La seconde heure. Il y a une tension érotique dans cette émission. Si vous venez de nous rejoindre, il y a quelques instants, on évoquait une information sur une nuit, comment dire. C'était des nuits à répétition dans l'Oise. Oui, la police municipale y est allée. En tout cas, pour une première, c'est une première pour Madi Saïdi, conseillère en communication d'influence et auteur de ce livre, française venue d'ailleurs publié chez Stock. Ça va? Tout se passe bien pour l'instant? Très bien. Le baptême du feu est plutôt cool. Olivier d'Artigol qui est avec nous, bien sûr, éditorialiste politique comme tous les mercredis. Et tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Un titre de séjour pour les métiers en tension. Il faut que le travail redevienne un facteur d'intégration. Cela veut dire, il faut dire les choses, faciliter le travail des immigrés, même en situation irrégulière. Le gouvernement dit on va les régulariser et leur offrir une protection sociale adéquate. On est dans un contexte d'inflation, on est dans un contexte d'inquiétude pour le pouvoir d'achat. Les salariés, les travailleurs de notre pays doivent bien vivre de leur salaire. On voit bien qu'il y a dans notre pays une difficulté, c'est celle de tous ces travailleurs de l'ombre que nous ne reconnaissons pas, qui pourtant travaillent, ne posent aucun problème à la République. Nous ne donnons peut-être pas assez de titres de séjour aux gens qui travaillent et qu'un certain patronat utilise comme une armée de réserve. Ils ne piquent le boulot de personne puisqu'ils occupent déjà ces boulots dont les Français ne voulaient pas. Bienvenue dans les vraies voix. Loi immigration, régularisation des sans-papiers pour les métiers en tension. Est-ce la seule solution pour vous? Vous dites non à 92%. Cette loi a été présentée au Conseil des ministres. L'une des mesures phares du projet de loi fâche autant à droite qu'à gauche. Oui, Cécile, avec cette loi, les associations de défense des exilés déplorent, je cite, un détricotage des droits des personnes, tandis que Marine Le Pen
propose une autre solution, augmenter les salaires dans les secteurs en tension. Est-ce que vous êtes pour qu'on régularise les sans-papiers pour combler les besoins dans les secteurs en tension? Vous dites qu'il faut augmenter les salaires. Vous avez d'autres solutions? On vous attend au 0826 300 300. Et pour en parler avec notre invité, Philippe Ballard est avec nous, député Rassemblement National de l'Oise. Bonsoir Philippe Ballard. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Philippe Bilger, sur cette loi immigration des sans-papiers, est-ce que c'est finalement la seule solution qu'on peut trouver ou voilà, est-ce une bonne solution? Même si le gouvernement va être confronté à des oppositions, on vient de le rappeler, aussi bien de la part des Républicains que du Rassemblement National, je considère que ce qu'il propose, paradoxalement, est une solution de facilité. Évidemment, il va s'attirer des suffrages à gauche, à l'extrême gauche, par cette espèce de démagogie, mais je rejoins le Rassemblement National et d'autres qui, dans le bon sens, je pense à un article du Figaro ce matin de Pierre Vermeuren, viennent dire, mais au fond, quelle étrange idée, on a 6 millions de chômeurs, pourquoi ne pas leur donner un emploi en payant en effet davantage les salaires qu'on ne le fait aujourd'hui? Je trouve qu'il y aurait là une idée de bon sens, de lucidité et même pas de courage, c'est une évidence. Mehdi Saïdi. Écoutez, j'ai pas de recette miracle, j'en avais une, il y a longtemps que j'aurais fait en sorte qu'elle soit appliquée. Alors est-ce qu'il faut les régulariser? Je pense qu'il faut en régulariser certains. Néanmoins, on se retrouve toujours dans dans cette pratique qui est propre à notre gouvernement, le en même temps. Ce fameux en même temps. D'un côté, on régularise, mais de l'autre côté, on a des chômeurs qui sont toujours aussi plus nombreux et qui trouvent pas leur place. Est-ce qu'il faut régulariser en masse? J'en sais rien. En revanche, il y a peut-être évidemment des immigrés qui travaillent déjà et qui peut-être il faudrait régulariser. Mais moi, ce que je voudrais pas, c'est que cette loi permette, en tout cas, fasse en sorte que certains immigrés soient contraints de travailler dans des métiers où, en réalité, ils n'auraient pas forcément envie d'aller travailler, parce qu'il y a plein d'immigrés qui ont des diplômes, il y a plein d'immigrés qui ont des formations et qui pourraient travailler ailleurs que dans ces métiers sous tension. Olivier d'Artigol. Augmenter les salaires dans les métiers dits en tension, dans les métiers qui ont une grande utilité sociale et qu'on a su applaudir au moment des confinements, qui ont tenu la société à bout de bras, bien évidemment. Mais là, on parle de quoi? Parce que je vois des sensibilités politiques qui montent dans les tours en disant qu'il s'agirait d'une nouvelle filière d'immigration. On parle de personnes au travail depuis 3 ans, qui bénéficieraient d'un titre de séjour d'1 an et qui ne donnerait pas lieu au regroupement familial, pour faire vite. On voit donc bien que c'est une mesure très encadrée. Et je pense que véritablement, le président Macron l'avait dit, la régularisation de ces salariés qui ne sont pas aujourd'hui reconnus, qui participent à la richesse nationale, est une question d'humanité, d'équité. Le fait qu'ils puissent être régularisés, alors que ça leur avait été promis, qu'il y a eu un engagement du président là-dessus, ça me semblerait être justice. Philippe Ballard. Vous aviez dit que c'était prendre le problème à l'envers. Alors, en fait, il y a 2 choses là-dedans. Il y a la régularisation des clandestins et les titres de séjour pour métiers en tension. Alors, on va commencer par la régularisation des clandestins. On va régulariser des gens, en fait, qui devraient être expulsés. Enfin, on marche un peu sur la tête. C'est tout simplement une incitation à la fraude. On rappelle quand même que employer des gens en situation irrégulière, c'est du pénal, tout simplement. Et ça va créer un formidable appel d'air. Imaginez, mettez-vous à la place des mafias qui organisent tout au long de l'année cette traite, parce qu'il faut l'appeler ainsi, de pauvres bourgs qui viennent principalement, pas que, mais principalement de l'Afrique, que ce soit subsaharienne ou bien du Maghreb. Il y a les mafias qui vont s'engouffrer dans la brèche en leur disant « Venez, vous serez régularisés au bout de quelques mois ». Concernant les titres pour les métiers en tension, alors il faut quand même savoir que l'an passé, la France n'a jamais délivré autant de titres de séjour au titre du travail. On appelle ça les titres de séjour économique. Plus 45%, on est à 53 000. Voilà. Les métiers en tension, ça fait des dizaines d'années qu'on en parle en France. Il y a des millions de chômeurs. Alors, une bonne solution, vous rappeliez ce que disait Marine Le Pen ce matin, ça serait à la fois d'augmenter les salaires dans ces métiers et puis améliorer les conditions de travail. Parce que qu'est-ce qu'on est en train Philippe de voir, Ballard, c'est bien, mais demander à des entreprises d'augmenter les salaires, il y en a plein qui ne peuvent pas, en fait.
Mais Marine Le Pen avait, et le Rassemblement, une proposition très simple. Hein. C'était une augmentation de 10% des salaires sur la base du volontariat pour les entreprises qui le peuvent, sans charge patronale. Sans charge patronale. Voilà. On peut augmenter les salaires, mais enfin, vous savez, quand on parle de la restauration, il y a toujours ces coupures entre deux services. Vous avez ces jeunes serveuses, par exemple, dans les métropoles, parce qu'elles ne sont pas assez payées. Elles doivent se loger à la périphérie, très loin, et le soir à minuit, elles doivent prendre les transports en commun, au péril de leur vie d'ailleurs. Donc effectivement, ces jeunes personnes ne prennent pas ces emplois qu'on leur propose. On va faire venir des gens qui vont accepter de travailler dans des conditions. On va tirer le modèle social vers le bas, hein, faut pas se faire d'illusions. C'est-à-dire que ce soit les salaires, les conditions de travail, on va tout tirer par le bas. Puis un petit mot, parce que je lisais un article dans Le Monde, je crois, ou les Échos allemands, sur les médecins. Attention là, on pille des continents entiers, notamment le continent africain, sur la Tunisie, sur l'Afrique subsaharienne. On va leur piller ce qui leur reste de matière grise, enfin, ce qu'ils ont de matière grise. En ce qui concerne les médecins, ils viennent chez nous, ils sont plus chez eux. Enfin voilà, on met le doigt dans un engrenage qui est complètement mortifère. À votre avis, les conditions très restrictives qui ont été rappelées par Olivier d'Artigol à ces métiers en tension, est-ce que ça ne diminuerait pas votre critique ? J'ai écouté Olivier d'Artigol, mais alors là, j'avoue que je vais pas le souvenir. Je rappelais que les conditions, c'est-à-dire être au travail depuis 3 ans, Philippe Ballard, un titre de séjour d'1 an et ne donnant pas lieu au regroupement familial. Il me semble que c'est le contenu de la loi. Alors, moi j'ai sous les yeux le contenu de cette loi. Olivier Dussopt, je lis, hein, entend créer un nouveau type de séjour d'1 an, travail dans des métiers en tension. Il serait délivré de plein droit aux sans-papiers évoluant dans les secteurs en pénurie de main-d'œuvre, dès lors qu'il présente 8 fiches de paye et 3 ans de présence en France. Alors, 3 ans de présence en France, c'est 36 mois, hein, on est tous d'accord, et il présente 8 fiches de paye. Mais alors, qu'est-ce qu'ils ont fait entre le delta 8 mois et 36 mois? On marche sur la tête. Mais je voudrais vous poser une question avant qu'on prenne un auditeur. Vous avez parlé des employeurs qui embauchent des sans-papiers. Vous avez rappelé que c'était du pénal, c'était illégal. Est-ce qu'ils sont sanctionnés ou pas ? À l'heure actuelle, normalement, si la loi est appliquée, ils sont appliqués. Alors, est-ce qu'ils sont tous appliqués? Là, c'est une très très bonne question. On peut en douter. La preuve, c'est qu'il y a des gens qui travaillent en étant non déclarés, en étant normalement ne devront pas se trouver sur le territoire national. Donc, a priori, oui, ils sont pas sanctionnés. Oui. Et vous restez avec nous 0826 300 300. Est-ce que vous voulez que ces sans-papiers soient régularisés forcément pour aider les métiers en tension? Yann est avec nous. Bonsoir Yann. Rebonsoir. Rebonsoir. Bonsoir. Alors c'est marrant parce que moi je suis dans la formation professionnelle, hein, donc j'ai été chef d'entreprise et en plus j'ai été cuisinier. Donc dans ces métiers que je connais bien. Très clairement, d'abord il faudrait peut-être faire un petit coup d'historique. Hein. Le problème du bâtiment, de tous ces métiers en tension, il date depuis Mitterrand, hein, depuis les années 80. On a expliqué à tous ces jeunes qui étaient à l'école que d'une part, que quand ils n'étaient pas bons à l'école, puisqu'on leur faisait des évaluations sommatives et qu'on les notait, hein, et avec un système éducatif qui convenait pas spécialement à tous les enfants, on les envoyait dans des voies de garage. Donc on leur expliquait que le métier de devenir mécanicien, boulanger, charpentier, maçon et autres. C'est parce qu'ils n'étaient pas capables d'être avocats, c'est ça? C'était des métiers de cancre et que globalement on les envoyait là-bas parce qu'ils étaient nuls. Alors aujourd'hui on se plaint de ne plus avoir de main d'œuvre en France. Mais peut-être que si depuis 40 ans nos politiques, tous, hein, qu'ils soient, sénateurs, députés, ministres et compagnie, s'ils avaient pris un peu la mesure de tout ça, s'ils avaient un petit peu consulté les professionnels de la formation dont je fais partie en tant que formateur, vous voyez, on aurait peut-être expliqué comment changer un petit peu aussi l'éducation nationale et prendre en compte l'andragogie et non plus la pédagogie. C'est-à-dire qu'on considère que les gens en andragogie arrivent avec un savoir, avec un vécu, et que ce sac qu'ils emmènent et qu'un gamin aussi a, hein, puisque les gamins aussi ont des vécus, et ben on change les méthodes pédagogiques et on alterne les méthodes pédagogiques pour que le savoir
les savoirs essentiels soient passés, mais on passe aussi par de la ludopédagogie, par des jeux, pour pouvoir faire apprendre et acquérir des compétences. Oui, en clair, ce ne sont plus des métiers de voie de garage, ce sont des expertises en fait, c'est ça que vous voulez dire? Alors, et très clairement, moi je vais vous dire, aujourd'hui, vous savez, il y a peu de temps, les médecins réclamaient à être payés à 50 € pour leur prestation. Leur consultation. Je trouve pas ça déconnant, hein. Quand on voit qu'un maçon, un garagiste, si vous prenez l'heure de main-d'œuvre d'un garagiste, elle est au-delà de ce que fait un maçon. Donc aujourd'hui, ces métiers qu'on considérait comme des voies de garage, ces gens ont des métiers avec des mains en or, en fait. Hein. Donc tant mieux. Alors ça c'est la première chose. La deuxième chose maintenant, très clairement, ce qu'on veut faire là, de régulariser des sans-papiers et compagnie, il me semble que Angela Merkel avait fait la même chose en Allemagne. C'est un véritable appel d'air pour les filières qui viennent emmener ces migrants en France et qui sont des filières mafieuses, effectivement. Je pense que c'est un véritable appel d'air pour que ces filières continuent à emmener des gens, puisque si vous venez ici, vous comprenez, on vous régularisera de toute façon. Les gens qui sont sans papier, effectivement, ne sont pas contrôlés. Absolument, bougez pas. Ils ne sont pas contrôlés parce que peut-être que les ministères, peut-être que la directe, n'a peut-être pas les moyens en hommes pour vérifier si dans les entreprises, les gens sont effectivement légalement embauchés. Yann, bougez pas, on va faire réagir Philippe Ballard. Philippe Ballard, est-ce qu'on a vraiment le choix aujourd'hui quand on voit, c'est à l'opposé de ce que dit Yann, mais est-ce qu'on a vraiment le choix quand on voit que des restaurateurs ferment certains soirs parce qu'ils n'ont plus de personnel? Est-ce qu'on a le choix aujourd'hui? On a le choix. Quand il y a plus de 5 millions de chômeurs, je pense qu'il y a quand même un vivier pour... on dit toujours il y a 350 000 emplois non pourvus. Alors voilà, on met d'un côté de la balance 350 000 emplois. Oui, mais à force de faire des... Oui, mais il faudrait que ça, on les a pas aujourd'hui. Donc c'est quoi la solution immédiate aujourd'hui? C'est augmenter les salaires et améliorer les conditions de travail. Ça va de pair. Je reprends l'exemple de la restauration. Alors cela dit, attendez, sur cet exemple de la restauration, moi je suis élu d'une circonscription très rurale dans l'Oise. On n'a pas ce problème. On n'a pas ce problème. Pourquoi? Parce que les restaurateurs travaillent soit en famille, ou bien on fait 1-2 kilomètres et puis on trouve le cuisinier, le plongeur, le serveur, la serveuse. Voilà. Ça se pose uniquement dans les grosses métropoles, dans les métropoles. Et pourquoi? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On ne va pas demander à une serveuse, on peut lui demander, mais elle ne va pas accepter le job, parce que rentrer chez elle en prenant le RER si on est à Paris, ou un transport en commun si on est dans une métropole en province à minuit, pardon, mais il faut vraiment avoir envie pour un salaire qui ne permet pas de se loger en centre-ville. Donc voilà, tout se tient en quelque sorte. Améliorer les conditions de travail et augmenter les salaires. Est-ce que, Olivier d'Artigol, est-ce que cette loi immigration qui tombe maintenant, là, en pleine période des retraites, il n'y a pas un peu de cache-misère en disant on va détourner un peu le sujet et l'attention sur autre chose? Est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'elle arrive à un moment X? Emmanuel Macron qui, il semble, on dit qu'il est d'une humeur mauvaise parce qu'il ne voit pas donc l'atterrissage sur la réforme des retraites. Aimerait en effet un dégagement, un contournement et mettre dans le débat public et politique d'autres sujets. Reste que LR ne va pas sur ce texte avoir le même positionnement, il me semble, que ce qu'ils sont en train d'essayer de faire sur les retraites. Et moi, je regrette que j'ai pas du tout les mêmes options que Philippe Ballard, mais ce que je regrette, c'est que c'est un sujet qui doit être discuté. Quelle politique d'immigration en France? On doit discuter sérieusement d'une question sérieuse. Et je regrette que la campagne présidentielle n'ait pas permis un débat approfondi sur la réforme des retraites, un débat approfondi sur la réforme sur la politique migratoire. Mais il n'y a pas eu de campagne présidentielle, c'est ça le problème. Il n'y a pas eu que les législatives aient été, on le sait, la manière dont ça a pu se passer. Et donc on paye tout ça en même temps. On paye tout ça en même temps. Merci en tout cas Philippe Ballard d'avoir été avec nous, député RN de l'Oise. Vous faites bien d'appeler l'Oise parce qu'on a eu une info il y a 10 minutes sur l'Oise. Vous n'avez pas entendu? C'était dans votre circonscription. C'est dans votre circonscription ou pas? Je ne sais pas, je vais enquêter. Tenez-nous au courant. En tout cas, balancez le nom si vous l'avez. Allez, merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, la suite bien entendu, des vraies voix. C'est le quiz de l'actu. On va jouer. Taisez-vous, d'Artigol. On va jouer dans un instant et avec Yann, bien sûr. Yann, si vous nous entendez, vous savez que vous devez choisir votre vraie voix contre laquelle vous
Vous allez jouer dans quelques instants. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix. On est ravis de vous retrouver avec nos éditorialistes du jour. Bien entendu, Philippe Bilger est avec nous et bien sûr Olivier d'Artigol est avec nous et puis notre petite nouvelle Madi Essaidi, conseillère en communication. Je le redis parce que c'est important qu'on vous identifie, voilà. Et auteur de ce livre française venu d'ailleurs publié chez Stock. Et la phrase de Philippe Bilger, culte il y a quelques secondes à l'endroit de Monsieur Philippe David, il dit: j'adore quand vous faites semblant de penser. Voilà. C'était tellement. Allez, tout de suite le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et on récupère Yann qui nous appelle des Landes. Yann, vous êtes toujours avec nous? Oui, Yann. Alors, vous avez décidé de jouer contre qui? Eh bien, écoutez, comme Madi est nouvelle, je pense qu'on va lui faire son baptême du feu. Oh là. Attention. Voilà. Je vous rappelle donc, mon cher Yann, que vous jouez donc contre Madi et avec les autres, puisque les autres ont droit de répondre. Si vous ne répondez pas à la question, ni Madi ni vous, ils ont droit de donner la réponse. Seconde main. Voilà. C'est en seconde main. Oui. Vous êtes un peu du vintage. Allez, c'est une question. C'est la troisième, d'Artigol. Oui. Vous êtes usé par le temps. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est une question qui a dit. Voici, il faut avoir été clandestin pendant 3 ans pour avoir le droit d'être régularisé. Vous croyez ça cohérent? Darmanin. Non. Rachel Keke. Non. Ah mince. Les garçons, vous faites des propositions? Olivier Dussault. Ruffin. Non. Philippe Bilger. Allez-y. J'allais vous faire une proposition, mais qui ne concernait pas le sujet. Ah bon, ça n'a aucun intérêt alors. Et c'est Marine Le Pen. Dis donc, j'aurais dû chercher longtemps. Eh ben voilà. Oui, c'est un double. Mais le Kikadi est vicieux. Ouais, le Kikadi. Là, il était particulièrement vicieux. C'est le cas de dire. Bon, pas de point. Hein. Oui, pas de point. Voilà. Il a dû être très haut au Cap d'Agde. Oui, c'est ça. Allez. Question un fauteuil pour 2. Quelle personnalité politique pourrait prendre la place de Jack Lang à la tête de l'Institut du Monde Arabe? Le Drian. Bonne réponse. Pardon, mais je n'ai pas respecté la règle. Mais j'en ai peur. Avec Olivier, je préfère prendre les devants. Philippe Bilger, je vous rappelle que vous êtes du côté d'Olivier aujourd'hui, exceptionnellement. Je tiens. Non, mais je la connaissais pourtant la réponse. Il faut se jeter dessus. Hein. Donc Yann, vous avez déjà 2 points grâce à Philippe Bilger. Alors attention, une question devinette. Écoutez bien, 66 millions, 650 copies, 500 figurants, à quoi correspondent ces chiffres? Au bac. C'est pas le film de... Non, c'est le Puy du Fou. Non. Bonne réponse de Yann, il a dit Astérix. Bravo Yann. Joli, Astérix, joli Yann. Donc effectivement, 66 millions, 650 copies et 500 figurants, ça n'est pas l'Assemblée nationale, c'est Astérix. Bravo. Question action. Qu'a annoncé le ministre de l'Intérieur en Conseil des ministres ce mercredi? Qu'il démissionnait, ça serait bien. Non. Une dissolution pour vous aider. Ouais. Dissolution de quoi? En général, c'est les groupes identitaires, donc. Voilà bien, Philippe Bilger. Dissolution de 2 groupuscules. Il oublie l'extrême gauche. Non, sinon il a 2. Le Conseil des ministres a dissous mercredi 2 groupuscules, l'un les alerteurs prônant l'islam et l'autre Bordeaux nationaliste, une idéologie xénophobe appelant à la haine. Et voilà. Dernière question, attention Yann, vous aimez la musique? Oui. Ah, quel chanteur aurait fêté ses 84 ans aujourd'hui? Ça, c'est Nicole. 84 ans. Un champion. Bravo. Ça se chante et ça se danse et ça revient, ça se retient comme une chanson populaire. On va nous faire les Claudettes. Bravo. Mais moi, j'ai grandi avec ça, j'adore. Allez, vous restez avec nous dans quelques secondes. Désolé Madi, pour une première du coup. Bah oui, Madi. On apprend dans la vie. Madi, Philippe, n'écoutez pas Bilger qui vous compte fleurette. Yann vous a rendu hommage. vous a rendu hommage en disant bravo et voilà. Merci.
Merci, c'est pas tout à fait ce qu'il a dit. Merci, Oui, je disais, m'a dit qu'on apprenait dans la défaite et je suis désolé de vous avoir fait perdre. Oui, votre il paraît qu'on apprend dans la défaite. Et pour moi, ça peut être terrible parce que j'ai pas l'habitude de perdre. Mais Voilà, bon, et voilà, il elle est va falloir que fâchée. j'apprenne. Oui, Yann. ça se passe bien. Voilà, Yann, vous restez avec nous dans un instant, le tour de table de l'actu, de nos invités, enfin de nos éditorialistes Bien et le sûr. coup de projecteur avec cette question aujourd'hui sur les indicateurs de la délinquance qui sont en nette hausse depuis 2021. Est-ce dû à un manque de courage politique? Vous dites oui à 90%. 0826 300 300 vous attend au standard. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue, c'est les vraies voix, mais pas que Philippe David, pas que Cécile de Bénibus, que Madi Seydi est avec nous, Philippe Bilger est avec nous, Olivier D'Artigol est avec nous, vous bien sûr au 0826 300 300 avec Yann hein, qui est notre auditeur vraie voix aujourd'hui, mais vous pouvez aussi vous exprimer, parler de votre actu et ça tombe bien parce que les vraies voix vont parler de la leur tout de suite, le tour de table de l'actu. Les vraies voix Sud Radio. Et juste avant notre coup de cœur du jour avec Philippe David, pardon, en clair, je vous ai complètement oublié. C'est pas grave. Vous avez remarqué ou pas? Pourtant, j'étais juste à côté. Vous pouvez pas me rater à 50 cm. Ah mais Philippe David, ça va? Ça va et vous? Difficile de l'effacer. Non, pardon. Oui, c'est un coup de cœur pour nos éleveurs bovins. Pourtant, ils ont une situation difficile entre les départs à la retraite non remplacés, les arrêts d'activité. Le cheptel en France a perdu 837 000 vaches depuis 2016. Alors on parle désormais, c'est incroyable, de pénurie de bœuf français. Et c'est une conséquence puisque les importations bovines ont augmenté en septembre 2022 de 15,3% sur un an. C'est-à-dire qu'un quart du bœuf consommé en France est importé aujourd'hui. On était à moins de 20% quelques années plus tôt. De la viande importée de pays à bas coût, comme la Pologne par exemple, ou alors de l'autre bout du monde, à bas coût, l'Argentine et le Brésil, du bœuf nourri aux OGM qui a fait des milliers de tonnes de CO2 en traversant les océans. Alors, une fois de plus, j'ai une pensée pour nos agriculteurs qui ont été abandonnés sur l'autel du libre-échange. Vous me permettrez d'avoir quelques pensées pour mes cousins éleveurs de vaches limousines dans les Hautes-Pyrénées, mes amis Nathalie Hervé, éleveur d'Aubrac dans la Lozère. J'ai une pensée pour nos amis qu'on retrouvera au Salon de l'Agriculture avec Sud Radio, parce qu'on sera au Salon de l'Agriculture, on ira voir nos éleveurs. Alors vous avez été sacrifiés, mais on pense à vous et je tiens à le dire à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent, quand vous le pouvez, achetez de la viande française. Absolument, vous avez bien raison de le dire Philippe. Philippe Bilger qui sourit, j'aime bien il sourit. J'adore, il a donné son salut aux quelques vaches. Oui. C'était remarquable, bah oui, vous étiez œcuménique, oui. Vraiment. C'est quand même c'est terrible. important, c'est important. C'est quand même terrible de se Et dire on que les c'était adore. une filière d'excellence, Ouais, avec des absolument. métiers, du savoir-faire, des exploitations, de l'expérience qui était donnée à d'autres générations. Je pense à l'enseignement agricole aussi. Et donc c'est terrible. Quel gâchis. Un gâchis économique, social, mais un gâchis presque de patrimoine. Économique. Et Je de savoir-faire. De savoir-faire. n'imaginais pas qu'on était obligé d'importer. Bah maintenant c'est pratiquement Non, mais c'est- un quart du bœuf. C'est fou. Ça, j'avais Je pas rappelle su. que la FNSEA a annoncé qu'elle allait manifester le 8 février. On a dit Saïdi. Un gâchis, quel dommage. Petite fille d'agriculteur que je suis est forcément touchée par cela. Malheureusement, c'est encore une filière française, une énième filière française qui va disparaître comme ça, sans que personne ne fasse rien pour aider les agriculteurs. Alors quand même les conséquences des traités de libre-écge. Hein. Ouais. Oui, Quand même. Oui, Ouais, ouais. oui, Mais je le dis, conséquence de ce libre-échange. C'est assez vache. Ouais, je vous rappelle quand même qu'on a quand même pas mal tapé sur les agriculteurs depuis des années, et nous-mêmes français, donc ça serait bien un peu qu'on C'est vrai. redore aussi Mais l'image nous, de on ces les aime agriculteurs. Nous, on les Mais aime nous, beaucoup sur beaucoup, Sud oui, Radio. On absolument. tape jamais Non, mais c'est sur pour ça eux, que on je le les dis, aime. hein, parlons Tu as vrai. raison. Moi, j'entends Oui, on des les gens aime qui bien, disent oui. oui, les agriculteurs. Eh ben nous, on soutient les agriculteurs. En tout cas, moi, je le fais. Et tout le monde lève la main. On lève tous la main. Absolument. Tous la main pour Allez, nos tous la main. Allez, agriculteurs. tous la main pour les Allez. Et agriculteurs. on ira les voir au salon. Absolument. On ira taper du cul de vache. Comme dirait Chirac. Chirac, oui. Absolument, je ne fais que citer. Merci beaucoup. Allez, tout de suite, ça fait du clic sur les réseaux sociaux avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et cela pourrait être une belle image, mais le drame de tout un peuple se cache derrière. Félix Mathieu, la vidéo d'un couple qui danse tourne sur les réseaux sociaux. La particularité de cette danse, Terrible. c'est qu'à cause d'elle, les deux jeunes Iraniens, âgés de la vingtaine, viennent d'être condamnés à 10 ans de prison.
La jeune fille à l'image ne porte pas le voile et tous deux dansent amoureusement devant un monument de la capitale iranienne, Téhéran, la tour Azadi. La vidéo postée sur Internet date du mois de novembre, mais un tribunal révolutionnaire vient de les reconnaître coupables, je cite, d'encouragement à la corruption et à la prostitution publique, de rassemblement dans l'intention de perturber la sécurité nationale. Les deux jeunes Iraniens ont aussi l'interdiction d'utiliser Internet et de quitter le pays. Ils viennent donc d'être condamnés à 10 ans de prison. Il va falloir que ça s'arrête tout ça. Olivier d'Artigol, peut-être une réaction, parce qu'il faut réagir à ça, il faut vraiment dire des choses. Oui, je vais vu passer cette actualité désastreuse et épouvantable sur les réseaux sociaux, comme d'autres, concernant ce pays. Bon, je pense que la réaction diplomatique au plan international, le manque de pression faite sur ce pays est quand même un gros problème. Félix, je me demande, c'est 10 ans ou 10 ans et demi? 10 ans et demi, exactement, je crois. Mais on n'est plus à 6 mois après. Non, mais justement, c'est le sadisme absolu pour laisser croire que c'est évalué avec une totale équité. Et d'une précision, voilà, c'est ça. Et d'autant plus que dans ces pays, il n'y a pas de remise de peine. Hein, donc si c'est 10 ans et demi, ça sera bien 10 ans et demi. C'est terrible, c'est dramatique. On se demande quand est-ce que ça va s'arrêter. En tout cas, forcément, ils ont notre soutien, vous le savez. Le courage de ce couple. Oui, non, mais le courage de ces Iraniens en général, c'est quand même un dingue. Autre mot en top tendance au lendemain des manifestations contre la réforme de retraite, c'est Occurrence. Oui, Occurrence, du nom de ce cabinet indépendant qui travaille pour plusieurs grands médias, cabinet censé estimer de façon plus neutre le nombre de manifestants. Vous savez, on plaisante depuis toujours sur l'écart des estimations entre la CGT et la police, sauf que ce cabinet Occurence, censé être plus impartial, il est très critiqué depuis hier. Je vous lis par exemple ce tweet du compte Vilain Syndicaliste. Le cabinet Occurrence annonce 55 000 manifestants à Paris. Problème, même la préfecture de police annonce 87 000 personnes. Fin de la crédibilité de cet organe indépendant avec des guillemets. Ajoutons d'ailleurs que la CGT de son côté, elle parlait de 500 000 manifestants dans la capitale. Vous savez ce qu'ils ont fait sur la première journée? Ils s'étaient mis dans une rue où le cortège ne passait pas. Ah, forcément, c'est plus compliqué. Ils n'ont pas de préjugés. Ah oui, forcément. Bon, alors il y en a beaucoup qui ciblent ce cabinet avec des tweets du genre 25 manifestants dans toute la France selon Occurrence. Un autre envoie une photo de ses deux mains avec 6 doigts levés. Combien de doigts? Occurrence, les autres ne leur dites rien. Et puis enfin, Olivier Babot imagine. La scène se passe au café le lendemain d'une première nuit d'amour. Les copines sont là. Alors, vas-y, raconte. Et elle répond, eh bien, comment dire, 20 fois selon la CGT, 5 fois selon la police et une demi-fois selon le cabinet Occurrence. Mais c'est pas n'importe quoi, ces comptages de manifestations, de trucs. Il s'est passé quelque chose de très... En l'occurrence, oui. Je vous donne un truc sur Pau. Oui. Des journalistes de Sud-Ouest ont dit on va compter. Oui. Ils tombent sur le même chiffre que les syndicalistes et sur le même chiffre que la préfecture. Ah, mais c'est un miracle. Là, vraiment, c'est rare. On est dans un micro. Là, il s'est passé quelque chose de très vertueux, au millier près. Ah, bah dites donc. Hein, c'est rare. Ça doit être une sorte d'influence, d'une objectivité d'artigolienne. Voilà, c'est ça. En tout cas, vous restez avec nous dans quelques instants. Le coup de projecteur, vous pouvez vous inscrire d'ores et déjà 0826 300 300 sur le ministère de l'Intérieur. En 2022, les indicateurs de délinquance sont en nette hausse par rapport à 2021. Et c'est notre question. Est-ce dû à un manque de courage politique? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez l'impression, quand vous êtes dans la rue, vous avez l'impression et vous vivez une délinquance qui augmente ou pas du tout? Vous vous dites que ce sont des mirages, on vous attend au standard et dans un instant, on va parler actualité avec les vrais voix, le tour de table de l'actu. C'est dans quelques instants. Bienvenue, merci de nous rejoindre dans cette joyeuse bande avec Philippe Bilger, avec Madi Saïdi et puis notre ami Olivier d'Artigol. Philippe David est là, malheureusement. C'est règlement de compte au Hockey Sud Radio. Allez, dans un instant, avec un peu plus de sérieux, on reviendra sur ce qu'a dit le ministère de l'Intérieur. En tout cas, depuis 2022, les indicateurs de délinquance seraient en nette hausse par rapport à 2021. D'où notre question du jour. Est-ce dû à un manque de courage politique? Et la question qu'on peut se poser, Philippe, c'est que est-ce qu'on sent finalement au quotidien, est-ce que vous avez l'impression de vivre cette délinquance au quotidien? Oui ou non? Venez nous en parler. 0826 300 300 vous attend bien entendu au bout du fil. En attendant, le tour de table de l'actu des VV. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table de l'actualité.
Philippe Bilger, votre tour de table de l'actualité concerne Valérie Pécresse et vous posez la question, doit-elle abandonner toute ambition présidentielle, contrairement à vous qui êtes toujours président de l'Institut de la Parole? Mais parce qu'elle est revenue un peu dans l'actualité médiatique, si j'ose dire. Elle a dit qu'elle a failli arrêter. Oui. Parce qu'à la suite de cette calamiteuse campagne présidentielle et de sa déception, elle avait réfléchi sérieusement et grâce au yoga, grâce à la musique et grâce au soutien de quelques-uns, elle a compris qu'elle devait continuer et pour sa passion pour l'Île-de-France. Mais ce qui m'a inquiété un petit peu, c'est qu'elle a laissé transparaître peut-être qu'elle voudrait prendre sa revanche et qu'elle n'éliminait pas toute possibilité de se représenter à l'élection présidentielle. Et ça, ce serait très grave, hein, parce que je l'ai soutenu jusqu'au fond, jusqu'au bout, mais je ne veux pas être suicidaire. Il faudrait qu'elle comprenne tout de même que le fiasco a été tel qu'en réalité, ça n'était pas simplement les aléas politiques. Ça arrive d'être battu dans une élection, mais que là, il y avait quelque chose de structurel qui montrait qu'elle n'était pas vraiment faite pour une campagne présidentielle en soi, qui est le sommet démocratique chez nous. Donc, de grâce qu'elle continue à faire de la politique pour l'Île-de-France ou ailleurs, mais qu'elle abandonne complètement cette volonté de revenir dans l'espace présidentiel. Donc après l'avoir soutenu, vous venez de l'enterrer définitivement. Non, mais je lui conseille un peu de lucidité. Donc il faut, quand on a été battu comme ça, on ne revient pas. D'accord. Ouais, c'est sûr que c'est jamais simple d'accepter une telle défaite, mais c'est la première fois. La droite se retrouve en dessous de 5%, c'est du jamais vu. Et moi, je trouve qu'elle est très bonne présidente de région et qu'effectivement, elle est très bien là-bas et qu'elle continue à faire tout le bien qu'elle procure aux franciliens. Un petit soutien à Olivier d'Artigol. Oui, je vais peut-être vous étonner, c'est une campagne, c'est une élection totalement hors norme. C'est une véritable lessiveuse pour ceux qui sortent de cette expérience avec un échec cuisant. Et c'est aussi pour ces grands animaux. De mandat en mandat, c'est de pire en pire, j'ai l'impression. Pour ces grands animaux politiques. Vous ne parlez pas de Fabien, hein? Non, non, j'avais pas ça en tête, du tout. Surtout avec les sondages récents. Oui, brillants. Et c'est une forme de résilience, ou en tout cas de marque de caractère, que de dire pourquoi pas. Une fois de plus, c'est aussi l'une des caractéristiques de ces grands politiques qui ne s'avouent jamais finis. Je lui trouve... Ce serait une belle preuve de courage, hein, de dire que... Non, mais ce que je veux dire, c'est pour ceux qui sont passés par cette expérience, qui en sont sortis oxy, c'est une forme aussi de dire je continue et donc de s'en sortir. Et donc je sais pas le mot qui me vient, mais en fait... Une sorte de thérapeutique. Oui, exactement. Et bien en plus, il y a un côté présidentiel de dire je ne m'avoue jamais... Oui, mais il faut que ce soit plausible. Oui, je vois très bien je comprends ce que vous dites. Il faut que ce soit réaliste aussi. M'a dit... C'était mon moment de bonté. Oui, c'est ça. Mais vous avez été c'est gentil en tout cas, merci beaucoup. Vous savez que Ruffin, il souhaite beaucoup de douceur dans le monde. Je vois qu'il a... Allez, on passe à l'actu suivante avec Madi. Vous voulez revenir sur cette hausse d'électricité annoncée demain. Une absurdité selon vous. Oui, une absurdité. Encore une fois de plus, les Français vont encore être frappés au porte-monnaie. Et comme ce gouvernement nous a habitués... 15% d'augmentation. 15% d'augmentation, ce n'est pas rien. Ce qui est impressionnant, c'est que pourtant le cours de l'électricité n'a jamais été aussi bas qu'aujourd'hui. 15% à nouveau. Après l'essence, après le gaz, maintenant l'électricité. Mais rassurez-vous les Français, le gouvernement nous a habitués à un juste milieu. Donc finalement, c'est un espèce de bouclier. Ouais, ça aurait pu être 90%, ça aurait pu être 90%, on a de la chance. Mais à ce rythme-là, on peut tous être très heureux parce que ce n'est que 15%. Et en fait, on est toujours dans ce en même temps. Ouais. Finalement, on vous taxe, on vous massacre un peu partout, mais ne vous inquiétez pas, hein. On est sympa, on vous met un espèce de bouclier. C'est comme les autoroutes. C'est ça. Le marché européen de l'électricité. Il faut en sortir, il faut tout renégocier, il faut tout remettre à plat. Oui, mais tout le monde en parle et personne ne oui, mais il va falloir qu'on y aille. Il faut avoir un moment, il faut les yakafons, à un moment, il faut en sortir. Un mot d'un humoriste, Alfred Capu, qui racontait le médecin vient voir un mourant et lui dit mais tout va bien, donc je vais mourir bien portant. C'est exactement cette histoire. Oui, c'est ça. En tout cas, Olivier d'Artigol,
il y a une aberration, ce projet de fermeture, selon vous, de l'imprimerie des Pyrénées Presse à Morlas. On dit Morlas ? Oui. Oui. Un message de solidarité aux journalistes, aux salariés de Pyrénées Presse. C'est la République des Pyrénées et l'Éclair. Une aberration, on a l'imprimerie donc à Morlas, qui est une commune à côté de Pau. Cette imprimerie serait donc fermée. Le journal serait imprimé à Bordeaux, donc métropolisation. C'est très écolo. Reviendrait donc par camion. 6 camions feraient Bordeaux-Pau tous les jours pour venir livrer les 35 000 éditions de la République des Pyrénées. Donc, bien sûr, aberration écologique. Aberration pour le métier d'information, parce que ça ne nous permettrait pas d'avoir dans le journal du lendemain le compte rendu du conseil municipal du soir ou le dernier résultat sportif, parce qu'il faut boucler plus tôt. Et puis, bien évidemment, c'est aussi la perte de l'emploi local. 20 emplois directs sont menacés, plus les gens qui distribuent le journal. Donc, il y a 3 sujets là, 3 aberrations que je voulais donner là. J'espère que le groupe Sud-Ouest reviendra sur cette décision. En tout cas, l'émotion en Béarn est très très importante suite à l'annonce de ce projet de fermeture de l'imprimerie de Berlane à Morlas. Mais le groupe Sud-Ouest n'a pas pris cette décision pour rien, Olivier. Oui, non mais sérieusement, quels seraient les arguments en faveur? Rationalisation, tableur XL. C'est un groupe qui dégage des bénéfices importants. À un moment donné, ce discours de la rationalisation doit s'arrêter. Avant, on disait vivre et travailler au pays. Mais j'ai envie de dire vivre, travailler, informer et imprimer au pays. C'est vrai. Mais pour l'instant, l'histoire, Philippe, l'histoire est terminée ou... Non, voilà. ça n'est pas. C'est le début d'un rapport de force. Madi Saïdi, faire venir du bœuf d'Argentine, on en parlait tout à l'heure, faire venir les journaux de Pau, les faire venir de Bordeaux, il y a plus de 200 km, c'est pas non plus une aberration? C'est une aberration et bravo pour l'empreinte écologique. Et malheureusement, encore un secteur. C'est tous les secteurs, petit à petit, tous nos secteurs français sont frappés un par un. Personne ne dit rien, ça choque personne. Si nous, surtout ça nous qu'on choque, nous dit il faut réindustrialiser, il faut la ruralité, il faut relocaliser. Je pense qu'à un moment, il faut passer. Les injonctions, c'est très bien. Il n'y a qu'un faucon, il faut y aller à un moment. J'espère qu'on aura gain de cause, parce qu'il y a vraiment une belle. Mais là aussi, il faut du courage politique à un moment donné. Absolument. Il faudrait à mon avis, votre intervention va être décisive, mon cher Olivier. J'apporte ma petite pierre. En tout cas, dès que vous parlez de quelque chose sur Sud Radio, il se passe quelque chose derrière, vous avez remarqué. Donc voilà, amis de l'imprimerie des Pyrénées Presse. Vous allez avoir du pot comme d'habitude. C'est logique qu'ils fassent des miracles. Que le groupe Sud-Ouest de Lourdes. Que le groupe Sud-Ouest renonce à ce projet néfaste. Voilà. En tout cas, on suivra le dossier. Vous restez bien entendu avec nous. On revient dans un instant. On peut faire une petite pause et dans quelques instants le coup de projecteur avec cette annonce du ministère de l'Intérieur sur les indicateurs de délinquance qui sont en nette hausse par rapport à 2021. Est-ce pour vous un manque de courage politique? Alors clairement, vous dites oui sur notre compte Twitter. On a envie de vous entendre. 0826 300 300. C'est votre numéro de téléphone, c'est votre émission. Vous êtes ici chez vous. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Si vous nous entendez, vous avez bien raison de nous écouter. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes de plus en plus nombreux. 0826 300 300. On vous compte tous les jours. Tous les jours, on vous compte. Aujourd'hui, il y en a, voilà, tout ça. C'est énorme. Bienvenue. C'est des vraies voix. Il ne faut pas que ce soit Occurrence qui compte. C'est peut-être ça le problème. En tout cas, vous êtes bien sur Sud Radio. On est ravis de vous avoir avec Philippe Bilger qui est avec nous, Madi Saïdi qui est avec nous, avec Olivier D'Artigol. Et tout de suite, c'est le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et selon le ministère de l'Intérieur, on le disait, en 2022, les indicateurs de délinquance sont en nette hausse par rapport à 2021, Philippe. Oui, et d'ailleurs, l'Institut pour la justice a dénoncé une action gouvernementale insuffisante et inadaptée. Vous vivez la délinquance tous les jours, vous la voyez à côté de chez vous, en allant au travail, vous avez été victime d'agression, alors tout se passe très bien, et vous pensez peut-être que l'insécurité, c'est juste un sentiment. Comme l'a dit le garde des Sceaux, Aude attend vos appels et les vraies voix vous répondront au 0826 300 300. Et notre invité pour en parler, Christophe Miette, est avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes secrétaire national du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. On pose cette question, Philippe Bilger, en demandant à nos auditeurs si c'est finalement ces problèmes de délinquance qui ne font qu'augmenter chaque année. C'est un problème de courage politique.
Alors, je ne sais pas, de courage politique, je ne sais pas, Cécile. En tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est que, alors que je dénonce sans arrêt la faiblesse régalienne de ce pouvoir macronien, j'ai été d'une certaine manière horriblement flatté de sentir que les statistiques de 2022 confirmaient le point de vue des pessimistes, puisque vous l'avez dit, les délits et les crimes ont augmenté en 2022 de la même manière que la violence elle-même, qui n'est pas spécifique à tous les délits, à tous les crimes. Alors, je ne dirais pas que c'est la faute du pouvoir. Il ne peut pas être derrière tous les transgresseurs, derrière les fonctionnaires de police et derrière les magistrats qui parfois sont trop faibles dans l'appréciation de la peine. Mais je crois que profondément, il ne diffuse pas une tonalité, ce gouvernement, d'ordre, d'autorité et de rigueur. Et que, par conséquent, la police a des scrupules pour utiliser l'ensemble des armes dont elle aurait le droit de disposer. Et peut-être qu'après, il y a parfois une faiblesse judiciaire. Je n'exonérerai pas toutes les pratiques judiciaires de leur responsabilité. Mais ça n'est pas par hasard, tout de même, et je termine là-dessus, qu'on entend un gouvernement tweeter à tour de bras pour nous dire que c'est grave ce qui vient de se produire et qu'ils sont la fermeté même, et qu'en même temps, le réel les contredit en permanence. Olivier d'Artigol, je vous fais réagir sur un message de Jackie Bordage qui nous dit « La hausse de la délinquance est alimentée par un ensemble de mauvaises décisions venant de l'Union européenne » et il finit en disant « Nos politiques sont des moutons de panurge où le courage n'existe pas ». Oui, mais le problème qu'on a sur la dernière séquence, c'est une surcommunication de Beauvau, du ministre de l'Intérieur, sur les résultats qui devaient être là, oui. Des annonces multiples et variées. Or, ce n'est pas ce que montrent les statistiques. La question que je pose uniquement, c'est savoir si on ne retrouve pas le niveau des années 2018-2019, parce qu'après, il y a eu le phénomène de confinement et sortie du confinement. Donc, je ne sais pas s'il y a une hausse très forte par rapport aux 2 dernières années, peut-être, mais est-ce qu'on ne retrouve pas des niveaux d'avant la crise sanitaire, pour résumer. Et puis, il faut passer les différents types d'insécurité ou de violence. Par exemple, il me semble que sur les violences intrafamiliales, qu'il peut y avoir des réponses plus fortes, plus efficaces, plus efficientes, notamment sur l'articulation du régalien entre police et justice. Mehdi, c'est dit. Alors, je ne sais pas s'il y a un sentiment, en tout cas, moi, ce que je constate, c'est depuis quelques années, ça ne date pas de ce gouvernement-là, même si là, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de relâchement ou de laxisme, peut-être, mais c'est au-delà d'un sentiment. Oui, moi, je considère que dans la vie, alors moi, j'en suis pas forcément victime, mais c'est tous les jours devant moi qu'on arrache un portable, c'est tous les jours que dans le métro, une femme se fait agresser, c'est tous les jours que les gens baissent les yeux parce qu'ils ont peur, c'est tous les jours... avant, moi, je pouvais sortir à Paris sans aucune difficulté. Alors, je dis pas que j'ai peur, non, j'ai pas peur. On n'y pensait pas, mais je fais attention. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, je fais davantage attention. Pour réagir à ce que dit Mehdi, 0826 300 300, est-ce que vous avez peur quand vous sortez le soir, par exemple? Est-ce que vous êtes déjà fait voler quelque chose? Christophe Miette, donc je disais secrétaire national du syndicat des cadres de la sécurité intérieure, forcément, il y a un sentiment d'insécurité. Tout le monde en parle. Alors, on a l'impression que certains n'osent pas le dire, mais effectivement, tout le monde en parle. Les journaux, les faits divers se multiplient dans la presse. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un problème d'insécurité en France? C'est indéniable qu'il y a un problème. Après, sentiment d'insécurité fluctue en fonction des personnes. Il est vrai que depuis des décennies, la délinquance augmente en France. C'est vrai que par rapport aux chiffres qui explosent cette année, il faut mettre en relation avec le phénomène de rattrapage post-Covid, ça c'est certain. Ensuite, plusieurs phénomènes se posent à nous, comme notamment la libéralisation de la parole, la parole concernant les violences intrafamiliales ou les violences sexuelles, avec une meilleure prise en charge de ces personnes. Et après, on a beau dire cela, notamment concernant les violences intrafamiliales, le vrai défi sociétal, ça va être la prévention et l'éducation, car la police ou même la justice, on est les derniers maillons de cette chaîne-là. Donc c'est toute une société qui se transforme,
qui peut être de plus en plus violente, et c'est tous les enjeux de la société de demain et de l'action gouvernementale qui doit être modifiée et en profondeur là-dessus. Mais Mehdi. Oui, en parlant justement de société qui se transforme, je crois que c'est là justement où le politique a son rôle. Et moi je pense qu'au-delà du courage, c'est une question de vraie volonté politique. Ça fait 25 ans qu'on en parle. On nous a parlé de réforme de l'ordonnance de 45. Les délinquants d'aujourd'hui sont pas ceux d'hier. Oui, on est d'accord. Passer le constat, je pense qu'il faut une vraie volonté politique. Et la volonté politique, elle ne peut pas se limiter à ah ben tiens, un moment électoral. Je pense au ministre de l'Intérieur qui prépare déjà l'étape d'après. Donc il faut parler, il faut communiquer, il faut taper du poing sur la table, mais il n'y a pas d'action. Mais Christophe Miette, je voulais vous poser une question. Quand on regarde, c'est sur le site du Figaro, il y a les cartes délit par type de délit de délit. On voit la carte de France. Alors c'est amusant parce que les statistiques, c'est entre moins 4% et plus 19%. Alors moi, quand il y a moins 4 ou plus 19, c'est pas franchement la même chose, vous voyez ce que je veux dire. Mais ce qui m'a marqué, c'est que même des départements ruraux où en général il se passait pas grand-chose il y a quelques années, je sais pas, le Cantal, la Haute-Loire, etc. Il y a aujourd'hui pas mal de délinquance. Vous confirmez ça, qu'aujourd'hui il y a plus une seule partie du territoire qui soit épargnée? Je confirme, oui et non. Après, tout dépend de ce qu'on entend par délinquance. C'est vrai que la délinquance touche l'ensemble des territoires, même ceux ruraux. De plus en plus. Maintenant, il faut distinguer, c'est vrai que depuis 30 ans, on a vu une stagnation des homicides, on s'aperçoit dans cette société qui, à mon sens, devient de plus en plus violente, on a une augmentation, elle est constatable avec les dernières statistiques, mais également aussi, et du fait que ça augmente sur tout le territoire, tout ce qui est délinquance, escroquerie via Internet, d'où l'importance de développer des pans entiers concernant la cybercriminalité pour mettre fin à ces actions. Il y a aussi une autre réponse qui doit être apportée concernant la délinquance au quotidien, c'est concernant les récidivistes. Là-dessus, je pense que nous sommes trop faibles et nous devons trouver des moyens aussi pour endiguer ces phénomènes-là. Et avant de prendre Yann au 0826 300 300, Yann, bougez pas, Philippe Bilger. Très vite, Cécile, l'observation de Philippe David est très vraie. est très juste. Le fait que dorénavant c'est la France tout entière qui est atteinte par une délinquance et parfois une criminalité peut-être pas de même niveau que dans l'Île-de-France, c'est même un phénomène tout à fait intéressant. Deuxième élément, il faut bien voir aussi que c'est le laxisme ou l'impuissance régalienne qui, d'une certaine manière, facilite la commission des infractions. Ça n'est pas par hasard que l'insécurité monte, probablement parce que de manière diffuse, la délinquance perçoit à quel point elle a droit de citer dans cette France qui n'est pas assez ferme. Et j'avais une troisième idée, mais qui a disparu, ma chère Cécile. Si elle vient avant, c'est ça. Sinon, vous reviendrez en deuxième semaine. Voilà. Yann, 0826 300 300, qui est notre vraie voix du jour. Ce manque de courage, selon vous, aujourd'hui, du gouvernement ou des gouvernements passés. Hein. Alors, le gouvernement, pour info, c'est quand même le deuxième mandat du président Macron. Hein. C'était un mandat socialiste auparavant. Monsieur Darmanin fait de la pub. Ah, on vous entend plus, Yann. Non, on vous entend pas. Non, vous entend plus, Yann. Vous captez pas. On va tester la ligne. Hein. On revient dans Vous nous entendez, Yann? Non, il nous entend pas. Parce que on critique toujours Gérald Darmanin, Olivier D'Artigol, mais est-ce que finalement c'est pas quelque chose qui vient de loin en fait? Est-ce que ça se dégringole depuis des années? Sur le diagnostic, je pense qu'on peut s'entendre. Parlons des solutions et des réponses. Ça fait pas mal de temps qu'on se dit que, par exemple, la rapidité de la réponse judiciaire, qui doit être proportionnée, est un élément de la réponse, pour ne pas avoir le sentiment de l'impunité. J'ai beaucoup suivi les affaires de harcèlement scolaire suite à cette actualité dramatique. Dans certains établissements, ils obtiennent des résultats parce que l'ensemble de la communauté des adultes, au moindre signaux faibles qu'on peut détecter dans la cour ou au réfectoire, se donnent les informations et interviennent de suite auprès des familles. Un maillage. Donc nous ne sommes pas sans réponse. Notre société n'est pas sans réponse par rapport à ce phénomène-là. Mais j'aimerais qu'on ait un débat public et médiatique davantage parfois porté sur les solutions et sur l'issue.
Et pour ça, il faut faire les bons constats. Trouvé en une phrase. Allez-y. Il faut surtout cesser d'opposer prévention et répression. Oui. La prévention prend un temps fou, la répression répond immédiatement à la transgression. Yann, on vous a retrouvé, hein, pardon. Hein. 0826 300 300. Allez-y. Oui, tout à fait. Alors très clairement, c'est pas nous. D'abord, c'est le deuxième mandat du président Macron, quand même. Moi, je sais que M. Darmanin, parce que je suis un petit peu sur les réseaux sociaux, est très prompt à faire de la publicité quand ils font des coups de frais, des ceci, des cela. Enfin, aujourd'hui, ces mauvais chiffres, c'est ces chiffres à lui. Oui. Et des chiffres de Éric Dupond-Moretti. Donc aujourd'hui, et dans d'autres temps, ces ministres auraient démissionné. C'est vrai, c'est vrai. On est quand même sur les... On vous entend pas, Yann. On a un problème de son. On a bien compris que vous dites effectivement que quand ils ont des grosses prises, ils communiquent, et quand il y a des problèmes, on les entend moins. Pour en parler avec Christophe Miette, les solutions, finalement, j'imagine que vous en discutez entre vous. Les solutions, c'est forcément à un moment donné la répression. C'est forcément de se dire que c'est ce que disait Olivier d'Artigol, qu'il faut que on s'organise les uns les autres pour pouvoir voir les signaux faibles et pouvoir intervenir plus rapidement. Mais il faut aussi encore une fois, mais c'est ce qu'on dit depuis, j'ai l'impression d'entendre ce mot depuis 1000 ans, une réponse judiciaire ferme en fait. Et rapide. Non, on est d'accord là-dessus. Tout d'abord, pour la partie police, c'est vrai que c'est une réforme structurelle de la police nationale qui est en train de se faire. Maintenant, pour rendre une filière police judiciaire beaucoup plus cohérente et qui colle avec les bassins de délinquance. Mais comme la police seule ne pourra rien faire, maintenant, c'est à allouer également des moyens au ministère de la Justice, qu'on puisse s'aligner au niveau des autres pays européens pour avoir une réponse claire, ferme et rapide en fonction des délits, qu'il n'y ait pas des temps d'attente pour juger ces personnes-là. Et ensuite, c'est un partenariat avec tous les acteurs sociaux et ça passe par l'éducation et autres. Seule la police et la justice ne résoudront pas des problèmes de société. Oui. Mais est-ce qu'on a peur aujourd'hui d'aller en prison ? C'est-à-dire j'ai l'impression d'avoir une jeunesse qui finalement n'a pas peur d'aller en prison et qui a plus envie de dire moi j'ai fait de la prison. C'est presque un fait d'armes. Oui, c'est un fait d'armes. Ouais. Oui. J'ai assisté à un tribunal correctionnel où il y avait des peines de prison prononcées pour des trafiquants de drogue. Quand ça tombe et qu'il y a un mandat de dépôt, ils sont quand même pas souriants. Non. Une question. Oui, allez-y. Non, allez-y. Mais c'est de la culture de même pas peur, même pas mal. Voilà, c'est ça. Une question, Christophe Miette. Est-ce que quelque part, il n'y a pas aussi un déni de réalité de nos dirigeants ? Je pense en particulier au garde des Sceaux qui disait encore il y a quelque temps que l'insécurité, c'était un sentiment. C'était au début. C'était au début. Il n'est pas tellement revenu depuis. Rappelez-vous, c'est des jeunes brisés par la vie. On va mettre une pièce dans le baby-foot. Est-ce que quelque part, il n'y a pas un déni de réalité et que quand on ne veut pas voir un problème, on est sûr de ne pas le solutionner? Non, je n'irai pas jusqu'à là. C'est vrai que le sentiment d'insécurité peut varier en fonction des personnes. Le constat est qu'à l'heure actuelle, la délinquance augmente en France. Maintenant, il faut trouver les bonnes solutions et peut-être avoir les moyens adaptés et l'ambition de réaliser, de mettre un frein à tous ces problèmes de délinquance. Christophe Miette. Pardon, je vous coupe. Est-ce que vous avez peur, vous faites partie de ceux qui ont peur que finalement les citoyens finissent par faire justice eux-mêmes, comme ça a été le cas dans certains villages ou dans certaines communes, de se dire on va gérer le problème nous-mêmes en interne? C'est une des craintes. C'est vrai que ces derniers temps, on a vu des personnes se faire justice elles-mêmes, notamment un père de famille. Maintenant, c'est pour ça que des milices privées, c'est pareil, on rentre dans le même cas. Ou des milices privées ou des sociétés privées pour assurer la sécurité. C'est vrai que maintenant il est urgent d'agir, c'est pour ça que je vous disais que la police se réforme et que des moyens doivent être mis en œuvre. Nous, au niveau de la police judiciaire, une grosse réforme est en cours pour répondre beaucoup plus précisément à la délinquance du quotidien, mais également sur les crimes organisés et autres, pour apporter une réponse au plus près et au plus rapide de nos concitoyens. Parce que faire justice soi-même n'a jamais rien apporté de bon. En tout cas, on verra si certaines décisions vont être prises et on espère. En tout cas, merci beaucoup Christophe Miette d'avoir été avec nous, secrétaire national du syndicat des cadres de la sécurité. Un sujet qui revient régulièrement et on a l'impression que les choses n'avancent pas. En tout cas, vous restez avec nous. On reste ensemble avec Philippe Bilger, avec Madi Saïdi et puis avec Olivier d'Artigol jusqu'à 19h et on est ravis de vous retrouver. Merci de votre fidélité.
C'est avec Philippe Bilger aussi, avec Madi Saidi, avec Olivier D'Artigol. C'est les vraies voix jusqu'à 20h, jusqu'à 19h avec nos éditorialistes du jour. Vous savez que vous pouvez commenter l'actu. Et ce que va faire Christophe, qui est avec nous au 0826 300 300 et qui nous appelle d'Eure-et-Loire. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous vouliez revenir sur quel sujet, Christophe? Sur le sujet de l'insécurité qui augmente. Oui, on vous écoute. Et donc, voilà, donc en fait, moi je me faisais juste une réflexion par rapport à l'extinction des éclairages publics. Oui. Parce que fatalement, je pense que l'extinction ne fera qu'augmenter la délinquance. Puisque en fait, lorsque vous êtes dans le noir et que vous pouvez voir si des habitations sont éclairées ou pas, je pense que tout ce qui est extinction aujourd'hui de l'éclairage public augmentera l'insécurité et la délinquance. Alors, il faudra choisir à un moment donné entre l'insécurité, la pollution lumineuse entre et la consommation électrique. Le point de vue très pertinent de Christophe me permet d'évoquer une initiative, Cécile Philippe, qui a été prise par un village qui permet à ses habitants d'avoir une appli. Ils peuvent, à leur initiative, allumer l'endroit où ils sont pendant 3 minutes. Autrement dit, ils peuvent garer leur véhicule en voyant. Alors, est-ce que ça les préserve éventuellement de toute agression? Non. Mais disons, l'idée n'est pas absurde. Après, il y a l'intelligence artificielle de pouvoir... ça s'allume quand vous arrivez. Hein, donc, ça c'est faisable. Et alors, je vais donner une statistique. J'ai travaillé pendant 13 ans dans l'éclairage public. Quand j'allais visiter des mairies notamment, on nous disait clairement qu'une rue mal éclairée, la délinquance pouvait augmenter de 15% notamment sur les cambriolages et les vols à la roulotte ou de voitures par rapport à une rue bien éclairée. Christophe, on vous écoute. Oui, alors je voulais juste rajouter, effectivement, par rapport à la pollution lumineuse, nous, dans notre commune, on a installé des luminaires qui ne sont pas des luminaires LED, qui sont des luminaires BOP, et ces éclairages-là, en fait, ne font pas de pollution lumineuse. Ils ont une couleur bien particulière qui est jaune, et donc il existe des solutions pour éclairer, mais sans pollution lumineuse. C'est quoi le nom de votre commune, Christophe? C'est Bu dans l'Eure-et-Loire, 28 410. On est juste à côté de Doudan, je ne sais pas si vous voyez. Très bien, à la limite du 78. Oui. Voilà, c'est ça. Et donc on s'est équipé il y a 5 ans de cette technologie-là que personne ne connaissait. Et depuis, on n'a vraiment aucune pollution lumineuse. Vous voyez Oudan qui est super éclairé, vous voyez Dreux qui est super éclairé. Et notre commune, tant que vous ne rentrez pas dans la commune, vous ne vous rendez pas compte que la commune est éclairée. Pour rester sur notre sujet, cher Christophe, est-ce que vous avez senti à un moment donné une insécurité ou votre commune changé, ou vous êtes plutôt en retrait et privilégié? Alors nous, pour l'instant, on est une commune de 2000 personnes. Justement, on éclaire nos rues, donc on n'a pas ce souci-là. Lorsque je passe dans les communes alentours qui, elles, éteignent, ne serait-ce que pour ce qui est de la sécurité routière, je roule en plein phare, parce qu'il arrive, même si on respecte les limitations, ne serait-ce que d'un point de vue sécurité routière, on est déjà embêté dans les communes qui éteignent. Ensuite, nous, on est assez préservés pour l'instant. On n'a pas de problème. Voilà. Après, c'est Philippe, Olivier m'a dit, c'est un problème aussi pour les communes. Hein. Il y a des communes qui n'ont ni les moyens de mettre des LED, ni les moyens d'intelligence artificielle, ni les moyens. Et l'injonction d'éteindre les lampadaires crée effectivement un sentiment d'insécurité parfois aussi. Il peut y avoir des solidarités sur les plans de ce qu'on appelle les EPCI, c'est-à-dire les intercos, les agglos. Mais ce qui est très intéressant dans le témoignage là, c'est beaucoup de solutions, pour reprendre mon propos de tout à l'heure, viennent aussi du local. L'expérience de terrain. Vraiment beaucoup. Et en tout cas, ce qu'il y a de formidable, il me semble que les maires, ils sont contraints à des économies. Vous avez raison, Cécile, de le dire. Mais il y en a beaucoup qui considèrent qu'ils doivent pallier ces inconvénients nécessaires par autre chose. C'est ce qui me plaît. Christophe, il nous reste 20 secondes. Vous êtes d'Eure-et-Loire. Vous avez un petit accent du Midi. Vous êtes de quel coin?
Je suis né à Nîmes. Oui. Nîmes. Mais non, mais il est de l'Eure-et-Loire, moi qui suis né à Chartres, on se comprend bien. Merci beaucoup Christophe, en tout cas de nous avoir appelé au 0826 300 300. Merci beaucoup Philippe Bilger, merci beaucoup Madi Saïli, merci beaucoup Olivier d'Artigol. On a été ravis de vous avoir ce soir. Dans quelques instants, vous restez avec nous. On va parler de ces fédérations, dans lesquelles il y a quand même pas mal de problèmes. Le sport en général, bien entaché par des sujets, des scandales. On en parle dans quelques instants avec nos invités. Bienvenue, on sera ensemble avec Philippe David jusqu'à 20h.